Donc, c'est notre nouvelle discussion autour des alliances d'universités européennes, ces objets pas tout à fait achevés, pas tout à fait identifiés. Voilà, je retiens cette formule. Et c'est bien pour ça qu'on va en parler, parce qu'évidemment, une très grande variété de situations. Donc, notre problème, on va commencer avec vous, justement, Madame Peraldi-Ledeuf, ces objets non identifiés, où l'on peut déjà quand même avoir quelques repères sur ce qui s'y passe et ce qu'on en attend. Qu'est-ce qu'on peut dire pour commencer comme commentaire? Oui, alors, je pense qu'on va ouvrir votre micro. Oui. Merci. Vous m'entendez? Oui. Bon, très bien. Alors, ils ne sont pas tout à fait identifiés, ils le sont quand même un petit peu, hein, puisque vous savez que c'est une initiative qui a été lancée par le président de la République française, le président Macron, hein, en 2019. Et il y a eu plusieurs vagues de création d'universités. Il y a 41, pardon 17, oui, tout à fait, puisque la première vague 19 et puis ensuite la deuxième vague 21. Il y a 41 alliances ou universités européennes aujourd'hui. Déjà effectives. Ouais. Déjà effectives, voilà. La Commission européenne est en ce moment en train de lancer un nouvel appel pour 20 nouvelles universités européennes. Donc, ces universités ont des statuts effectivement très, très variés, très différents. Paris 1, Panthéon-Sorbonne, donc l'université à laquelle j'appartiens, a fait le choix dès la première vague de se lancer dans cette aventure européenne. Et nous faisons partie d'une alliance qui s'appelle Una Europa, qui est une alliance qui comporte aujourd'hui 9 universités, donc y compris Paris 1, et qui est fondée, qui a un statut légal. Alors, toutes les universités, toutes les alliances n'ont pas de statut légal. En tous les cas, le choix a été fait dans la nôtre d'une association de droit belge. Le siège est à Bruxelles. Et donc, nous avons, conformément au statut d'une association à but non lucratif, eh bien, nous avons un conseil d'administration, une assemblée générale, une secrétaire générale, etc. Qui fonctionne à l'unanimité, enfin de manière très exactement, formelle. Un fonctionnement très à la fois démocratique et puis très cohérent qui pilote cette université et toutes ces initiatives en formation et en recherche. Alors, il y a tellement de choses à dire, mais c'est une formidable aventure, en tous les cas, pour chacune de nos universités, pour nos étudiants, pour nos chercheurs. Et nous avons évidemment beaucoup d'ambition pour l'avenir à ce sujet. On va peut-être pointer, je vous garde encore un instant avant de parler de ce qu'on souhaite pour l'avenir, ce qu'on va revoir ensemble. Juste un point pour pointer quand même déjà les premières difficultés que vous rencontrez. Je crois que c'est la reconnaissance des évaluations d'un pays à un autre, d'un pays membre à un autre pays membre. C'est extrêmement difficile. L'exemple du bachelor, c'est ça? Oui, c'est exactement ça. On va s'appuyer dessus parce que je crois que c'est rencontré par beaucoup de pays. C'est ça. Depuis 2 ans, nous travaillons sur des diplômes européens, en particulier un bachelor en European Studies et puis un doctorat, PhD en patrimoine culturel. Et évidemment, la tâche est très difficile. Et l'une, évidemment, des solutions pour pouvoir faire reconnaître et admettre ces diplômes par chacune des universités de l'Alliance, c'est la European Approach, c'est-à-dire la reconnaissance réciproque des évaluations de qualité faites par les agences européennes de ces formations. Alors, c'est un grand enjeu. Alors, évidemment, les législations nationales qui sont différentes. Donc, il faut aussi mettre en œuvre et intégrer ces formations dans les droits nationaux, dans les législations nationales. Et je suis juriste, donc c'est la raison pour laquelle j'insiste un peu, mais c'est vraiment un des obstacles. Mais l'autre obstacle, effectivement, est de faire en sorte que cette approche européenne de reconnaissance réciproque des évaluations puisse être vraiment effective, parce que c'est grâce à cela que nous pourrons avancer et faire progresser ces diplômes. Mais d'où vient le problème? Est-ce que est-ce qu'on veut des diplômes nationaux? Chaque pays tient à son diplôme. Pourquoi est-ce que cette reconnaissance est si tardive alors qu'on voit bien ses avantages? Oui. Alors, dans notre alliance, toutes les législations ne sont pas identiques. La France, évidemment, souhaite maintenir ses diplômes nationaux. Donc, le problème est pour Paris 1, Panthéon-Sorbonne de savoir comment mettre en œuvre un diplôme conjoint européen
et en adéquation avec la législation française. Qui n'enlève rien, effectivement, au diplôme national. En fait, c'est ça exactement, que vous voulez dire. Et qui se surajoute forcément au diplôme national, puisqu'il n'est pas question aujourd'hui, d'après justement le droit français, de pouvoir délivrer un diplôme qui lui-même est délivré par une autre université, même une alliance. Donc, mais peut-être que par l'approche européenne justement d'évaluation, on pourrait franchir ce cap et en tout cas réfléchir sur une solution qui puisse satisfaire voilà, les législations. Je reste en France un instant avec vous, Pierre Corre. Vous connaissez cette difficulté aussi, là, pour rester sur ce point précis. Oui, alors on travaille également sur la construction de diplômes qui se veulent devenir des diplômes européens. Alors nous, on a 8 universités de technologie, donc on est dans le champ de la technologie, pour lequel il existe des directives assez précises qui permettent d'avoir le label EURACE. Mais actuellement, la démarche, c'est que les diplômes nationaux, quand ils souhaitent avoir le label EURACE, font un dossier de preuve pour montrer qu'ils répondent au cadre EURACE. Je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut commencer à penser dans l'autre sens, c'est-à-dire à partir du référentiel européen et à le faire intégrer dans les référentiels nationaux. Et à ce moment-là, bien sûr, ça va être un process itératif, puisque les différents référentiels nationaux vont constater les écarts par rapport au référentiel européen. Notamment, ce référentiel EURACE ne dit rien sur les moyens pour arriver aux guidelines. Ça a été dit tout à l'heure dans la précédente table ronde. Là où, par exemple, la CTI donne beaucoup de contraintes ou beaucoup d'exigences sur les moyens pour atteindre les objectifs. Donc, dans le processus, on peut imaginer que les différents référentiels nationaux vont repérer leurs différences par rapport au référentiel européen et engager un échange avec le niveau européen. Probablement que ce référentiel EURACE pourrait évoluer et pour réduire les écarts. Alors après, soit ces différences nationales resteront très, très importantes et on aura à ce moment-là probablement un diplôme européen et des diplômes nationaux, voire des diplômes conjoints, ou alors peut-être que progressivement, les différences s'amenuiseront de sorte que le diplôme européen aura rang de diplôme national aussi. Mais je pense qu'il faut se mettre dans un processus qui va prendre 5 à 10 ans, mais il faut le vouloir. Voilà. Mais d'une certaine manière, Pierre Corre, quand on vous entend, et ce n'est pas tout à fait la position de Mme Peraldi-Leneuve, vous partez d'un diplôme européen. C'est-à-dire vous estimez qu'avec EURACE, au fond, on a les bases du diplôme européen. Est-ce qu'on a besoin d'aller plus loin? Alors, c'est propre à la technologie, qui est un champ un peu par rapport à votre domaine à vous, d'accord. Voilà. Et dans ce champ-là, il est vrai que le référentiel EURACE dit beaucoup de choses, notamment sur les learning outcomes. Alors, il est vrai qu'on pourrait envisager dans le processus de les faire évoluer un petit peu, notamment tout ce qui est la soutenabilité. On ne peut pas dire que c'est absent du référentiel EURACE, mais c'est sous-jacent. On pourrait en faire des exigences beaucoup plus nettes, beaucoup plus explicites. Et puis également, certes, pour l'instant, la démarche, ça a été de ne rien imposer sur les moyens pour arriver aux objectifs. Il se peut qu'à un moment donné, on ait quand même besoin de faire évoluer ces référentiels pour dire quelque chose des moyens. Je pense notamment au lien avec la recherche. Notamment, la CTI est très exigeante sur les liens qu'il y a entre les équipes de recherche et les objectifs de formation qu'on se donne. Donc, je pense que même au sein de EURACE, il va y avoir des évolutions avec des pontages avec la recherche, tout en laissant des libertés. Tout à l'heure, le représentant de l'Union européenne des étudiants parlait aussi d'autres means for achieving the learning outcomes, d'autres moyens comme par exemple les espaces d'études, les moyens numériques. Alors, est-ce qu'on voudra mettre ça dans ce référentiel européen? Peut-être pas. Mais si on se rend compte que les différentes réglementations nationales l'exigent, peut-être qu'on va enrichir le référentiel européen par un certain nombre de ces considérations. Alors, on aura 2 exemples avec vous, mesdames, tout à l'heure, de ce que vous vivez dans vos pays. Auparavant, pour rester sur ce côté, pour également rester du côté des ingénieurs d'ailleurs, on va appeler Sofia Costa d'Aguiar, qui est avec nous. Sofia, vous nous entendez bien? Bonjour, parfaitement, merci. Formidable, formidable, et vous parlez parfaitement le français, on va en profiter. Donc, là aussi, il y a ce qu'on appelle ELISA. ELISA, c'est European Engineering Learning Innovation and Science Alliance. Vous avez également une petite expérience, autour d'1 an et demi, je crois, presque 2 ans. 1 an et demi, exactement, on fait partie de la deuxième vague. On est tous très jeunes dans cette présentation, évidemment, des alliances.
Donc, vous, en fait, ce que vous visez, c'est l'ingénieur européen. Mais qu'est-ce qu'un ingénieur européen? Tout à fait. L'ingénieur européen fait partie d'un des 3 piliers de ELISA. Et donc, comme le nom l'indique, l'innovation… Excusez-moi, on a assez fort le son là dans la salle, je trouve ça assez faible. Vous me dites. Je parlais à la technique, si on peut un tout petit peu augmenter, je trouve. Hein. Merci, je vous en prie. Donc, tout à fait. Donc, l'ingénieur européen fait partie d'un des piliers stratégiques de ELISA, mais ce n'est pas le seul. Donc, notamment, notre stratégie va vouloir allier recherche, innovation, société. Et donc, ça, c'est effectivement un des challenges que la Commission nous a donné. Et le challenge qu'on a accepté dans ELISA est d'être une graine pour la transformation de l'espace de l'éducation supérieure pour booster disons, la transformation sociale, systémique et durable. Donc, finalement, pour nous, on va le faire au travers de 3 piliers. Donc, comme vous l'avez dit, le modèle, la réinvention du modèle de l'ingénieur européen, se projeter sur l'avenir, consensuer qu'est-ce que ça veut dire et tous les moyens pour le faire reconnaître au niveau européen. Ce qu'on appelle les ELISA communities, comme des espaces, comme on le disait avant, où on va permettre à nos étudiants d'avoir des expériences accrues, supplémentaires, internationales, et qui peuvent du coup avoir une première opportunité de travailler sur des défis sociétaux. Et donc, ces espaces qu'on appelle ELISA Communities vont être nos premiers espaces communs, qui ne sont pas ni associés à un des 9 membres, mais plutôt communs. Et le 3e pilier, bien sûr, notre stratégie commune d'innovation et recherche, qui est soutenue par un 2e projet qui nous a été donné, qui est notre SWAFT Project, Science for and with Society, qui nous permet de développer cette stratégie qui va alimenter finalement cet enjeu de vouloir être une graine à la transformation aussi sociétale qui s'opère dans le monde. Oui, j'insiste sur ce rapprochement que vous souhaitez faire de votre recherche aux préoccupations citoyennes, c'est-à-dire en fait à nos sociétés, à nos valeurs. Il en a été question dans la table ronde précédente, avec une formule assez jolie que vous m'avez donnée en préparant cette rencontre. L'ingénieur doit pouvoir parler aux sociologues et aux citoyens. Tout à fait. Oui. L'interdisciplinarité, pour nous, elle est clé. Parce que face aux enjeux sociétaux qu'on vit, on estime que les ingénieurs et que l'espace de l'éducation supérieure a un rôle clé à jouer dans ces transformations. Et donc, comment est-ce qu'on apporte cette couche systémique dans la formation de l'ingénieur? C'est clé. Donc, on va l'apporter au travers de ces 2 espaces. Les communautés, qui va être un espace qui va nous permettre de toucher une grande majorité de nos étudiants, et le diplôme conjoint d'ingénierie qui, bien sûr, sera dans une première phase pour un plus petit nombre. Mais ces 2 approches nous permettent, à la fois dans les communautés, de pouvoir avoir une solution qui est tout de suite mise en place, qui n'a pas forcément de barrière légale à dépasser, et du coup nous permet de tout de suite donner des possibilités, des expériences, ce qu'on appelle les experiences internationales et sociétales tout de suite. Et l'autre approche qui va finalement être un de nos travaux de fond pendant ces 3 années pour pouvoir, dans une 2e phase, livrer et former conjointement des élèves européens. Oui, c'est intéressant cette approche puisque, au fond, les alliances permettent de davantage relier les différentes disciplines. Et on le sait, souvent, les scientifiques s'éloignent un peu, se sont peut-être par le passé trop éloignés des préoccupations citoyennes. Fabienne Peraldi-Leneuf, comment entendez-vous cette volonté très affirmée que nous donne Sophia Costa d'Aguiar d'ouvrir davantage? Et d'évoluer vers l'interdisciplinarité. En fait, c'est ça que ça veut dire. Effectivement, que l'on peut attendre de ces alliances. Oui. Et donc de transcender les disciplines, de créer des convergences. Alors, effectivement, pour nous, Paris 1 Panthéon-Sorbonne, nous sommes une université de sciences humaines et sociales. Donc, l'interdisciplinarité… Ça vous parle. Ça nous parle. Et puis, entre sciences humaines et sociales, donc entre géographes, historiens, économistes, juristes, etc., ce n'est pas simple, mais justement, l'université Una-Europa a identifié des thématiques transversales, alors qui sont connues et assez classiques, One Health, Sustainability, développement durable, le numérique, évidemment, les études européennes et l'Europe dans le monde, et puis le patrimoine culturel. Et donc, ces thématiques interdisciplinaires ont vocation à rassembler, et nous essayons de construire formation
et initiatives de recherche, projets de recherche sur ces thématiques-là. Voilà, c'est tout l'enjeu. Et vous ressentez la demande auprès de vos étudiants, notamment, on en a parlé tout à l'heure. Oui, oui. Alors oui, c'est un sujet qui a une pression qui vient aussi des chercheurs eux-mêmes. Oui, tout à fait. C'est un sujet qui n'est pas récent, hein, le passage à l'interdisciplinarité, mais je pense qu'aujourd'hui, plus et notamment grâce aux alliances, il y a une vraie demande de la part des collègues et aussi de s'ouvrir à l'Europe, hein, voilà, tout simplement, et à l'international. Et c'est un moyen essentiel vraiment pour cela. Ouais. Voilà, même question pour vous, Sofia Costa d'Aguiar. Est-ce que cette direction que vous prenez, hein, très affirmée, vient, bon, j'imagine bien sûr de votre équipe, mais est-ce que elle vient aussi d'une sorte de pression de la part des chercheurs, des étudiants, de vos équipes en général? Je pense que l'initiative des universités européennes, comme tout, vient dans un timing sur lequel on prend déjà la maturité de quelques initiatives effervescentes au sein des établissements. Et donc, bien sûr, notre proposition de valeur, quand on l'a construit, on l'a déjà construit avec des graines existantes de collaboration, de vision et d'ambition de transformation. Et donc, on les prend comme petites graines et on se dit, du coup, dans quel contexte on va les laisser évoluer, dans quel contexte de partage de ces expériences pour ensemble, les 9, dans notre cas, Élise, pouvoir faire avec encore plus d'impact. Et donc, finalement, on a pris ces petits modèles qui étaient encore des initiatives pour certains. Et aujourd'hui, on compte déjà avec une trentaine de communautés interdisciplinaires qui vont agir sur diplomatie technologique, sur la décarbonisation, sur la consommation alimentaire rationnelle et qui commencent à développer un nouveau modèle de collaboration qui à la fois va rejoindre éducation, recherche, innovation et société. Donc, en rejoignant ces 4 points du carré, on va proposer d'autres activités aux étudiants et on voit bien qu'en fait, ce purpose, ce sens qui va au-delà de juste leur diplôme qui peut être d'informatique, d'ingénierie civile, de biotechnologie, va leur donner aussi un sens supplémentaire pour qu'ils puissent s'engager autrement. On n'est pas très loin de cette démarche, Pierre Corre, un petit peu différente, mais à ET+, puisque vous favorisez beaucoup la circulation de vos étudiants entre différents types d'enseignement. Vous l'encouragez beaucoup. Je crois que vous avez autour de 8 campus, non, sur lesquels on peut. Oui, entre les campus, entre les disciplines, hein, effectivement. Parce que entre les disciplines. La technologie est en fait face à une rupture énorme. Jusqu'ici, depuis 200 ans, elle s'est développée en faisant l'hypothèse implicite que la nature était inerte, passive. Et maintenant, la moindre innovation technologique provoque une réaction de la nature. On a même des choses un petit peu contradictoires. Plus vous allez, par exemple, rendre un objet efficient en matière de consommation énergétique, plus son coût marginal d'utilisation va diminuer, et donc plus vous allez consommer d'énergie. C'est un exemple parmi des tas d'autres, hein, qui est vieux d'ailleurs, qui date du charbon, hein, on avait déjà fait le constat. Donc ça veut dire que l'enseignement de la technologie ne peut plus se faire sans des liens forts avec une compréhension de l'impact que ça a sur la société et sur la nature. Donc les cursus en technologie vont énormément évoluer dans les quelques années qui viennent. Nous, on a une grosse pression des étudiants. On a créé un conseil au sein de l'UTT du développement durable qui est énormément nourri par les étudiants, et on est en train de stimuler les échanges entre étudiants et de faire en sorte que les étudiants des 8 campus deviennent eux-mêmes moteurs sur le projet. Mais je me reconnais tout à fait dans le projet ELISA de ce point de vue-là. Merci. On va à présent, grâce à Jolanta Silka et à Sandra Béjac, avoir deux illustrations. Alors là encore, on parle d'expériences très jeunes, hein, elles vont nous le rappeler. Il reste encore beaucoup à faire et à avancer. Mais ce sont des retours d'expérience très, très concrets que vous avez. Avec qui on commence? J'ai aucune idée. Bon, Jolanta, vous êtes en face de moi. Donc, c'est AIC, Academic Information Center, Lettonia. Et vous êtes un membre du projet Unique. Est-ce qu'on peut dire 2 mots de ce projet Unique? Et puis, vous nous dites à quel point vous en êtes. Vous pensez que c'est une très bonne idée au départ, mais il y a quelques points encore difficultés à soulever. On va y venir. Unique. Thank
Thank you. No problem. I think it works, yes. Oui, merci. Je pense que ça fonctionne. Alors, mon agence est partenaire dans le projet unique. Il y avait 17 partenaires qui se sont réunis et qui ont travaillé ensemble afin de développer et de tester le cadre qui pouvait être utilisé pour des universités européennes. Et mon agence, avec l'agence slovène, nous avons mis au point une méthodologie d'évaluation pour une alliance européenne. Et au début, on avait beaucoup de questions. Ce n'était pas vraiment clair. Qu'est-ce qui devait être évalué? L'alliance elle-même, le programme ou sinon quoi d'autre? Et au début, c'était aussi cet effet que l'alliance commençait juste à fonctionner et on s'est dit qu'il fallait davantage peut-être regarder le potentiel futur de telles alliances. Mais le résultat de ce projet, c'est un cadre européen pour l'évaluation des universités, a pu être développé en tant qu'outil pour les agences d'assurance qualité, pour les universités. C'est comment évaluer de telles alliances européennes. Et le projet est maintenant terminé, mais je pense que cet outil devrait être davantage introduit. Et en tant qu'agence, nous ne sommes pas encore certains de la manière de pouvoir l'introduire dans le contexte national. Donc, même nos universités lettonnes sont impliquées dans de telles alliances, mais nous avons quand même notre réglementation nationale qui n'est pas tellement en faveur d'une telle approche européenne. Mais pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas informés, ils n'en savent pas suffisamment ou juste parce qu'ils sont réticents? Ils sont au courant hein, et ils le savent. On communique entre nous et il y a une coopération entre nous, mais vous savez, ça prend du temps. Ça prend du temps pour présenter ces idées, pour les expliquer. C'est comme l'approche commune pour les programmes conjoints. On a parlé dans des panels précédents que cette démarche de programme commun n'est pas suffisamment présentée ou avancée dans certains pays. Eh bien, même chose avec ce cadre européen. Il faut du temps pour la mise en place et de voir comment aussi le mettre en place dans les contextes nationaux. Il faut du temps, ça c'est sûr. Je pense, Yolanta aussi, et vous me l'avez dit, vous avez aussi quelques problèmes administratifs, quelques obstacles administratifs aussi qui ne sont pas évidents à surmonter. Ça existe ailleurs aussi, hein, ce n'est pas facile pour vous. Vous savez, quand les procédures sont créées, mais il faut pouvoir avancer avec d'autres procédures dans votre propre pays. Donc, ce n'est pas forcément évident, ça crée des complications. Mais je crois que ce n'est pas que chez nous, c'est aussi dans d'autres pays. Nous avons ces réglementations nationales, mais l'idée était que ces alliances européennes, dans l'évaluation de ces alliances, on pourrait peut-être les remplacer par ce cadre européen au lieu d'avoir de multiples procédures. Donc, dans notre cas, dans mon pays, c'est toujours en place. Et donc, les universités auront encore, chez nous comme ailleurs, leur procédure nationale. Donc, il faut avoir, ils auront plus d'évaluation de la qualité. Et bien sûr, ça peut être une sorte de fardeau pour elles et ça va prendre plus de temps.
d'autres pays, peut-être pas les mêmes, et ça vous dit quelque chose quand même, Fabienne Peralti-Leneuve, et d'autres pays sans doute. Merci pour cette expérience. On va revenir sur ce que vous attendez à présent comme progrès, hein, pour avancer un petit peu plus vite. L'autre expérience concrète que nous allons voir avec Sandra Béjac de la CHE, donc c'est Agency for Science and Higher Education. This is Croatia. Also on your side, one experience you would explain. Aussi, de votre côté, peut-être une expérience. Oui, merci beaucoup pour votre invitation et pour l'occasion de partager avec vous notre expérience pratique. Alors aujourd'hui, on parle des alliances entre universités ce sont bien sûr le cœur de tout ça, ce sont des programmes communs et la mise en place de ces programmes communs. Mais on sait que des alliances créées récemment ont du mal à développer avec succès de comment mettre en place et donner les crédits par rapport à ces programmes communs. Je sais que dans le cadre de mon travail avec les universités croates font partie de 4 alliances différentes entre universités. Je sais qu'elles ont du mal avec ce genre de problématiques. Donc, je voudrais réfléchir à la façon d'assurer la qualité de ces alliances et des programmes d'études communs ou conjoints. Yolanda a déjà parlé d'un outil qui a été mis en place, qui est le cadre européen pour l'assurance qualité des universités européennes. Et peut être utilisé comme un outil institutionnel pour l'assurance qualité. Je voudrais parler d'un autre outil qui est l'approche européenne pour l'assurance des programmes communs. Je voudrais partager notre expérience dans la mise en œuvre. Alors, permettez-moi de vous dire que le document a été adopté par les ministres, je crois, il y a 5 ou 6 ans. Et quand j'ai lu le document pour la première fois, j'ai été agréablement surprise. Et j'ai vu le document vraiment comme un grand pas en avant pour surmonter les obstacles, pour assurer l'assurance de qualité des programmes communs. Mais on a vu en réalité qu'au cours des dernières années, la mise en œuvre n'était pas aussi simple qu'on le pensait initialement. Donc, pourquoi cela? Dans la communication avec nos alliances universitaires et nos partenaires, et aussi sur la base de notre propre expérience. Par exemple, récemment, mon agence a participé à l'accréditation d'un programme proposé par un consortium français et j'ai participé à cette activité. Et vraiment, cela nous a donné des points de vue sur qu'est-ce qui pouvait être les obstacles principaux par rapport à ces activités communes et ces programmes communs. Un des obstacles que vous avez déjà mentionné, c'est certainement les cadres législatifs. Quand nous avons commencé, quand on commence avec l'interprétation, il faut clarifier ce qu'on entend. Est-ce que les cadres législatifs en France, par exemple, et en Croatie, permettent une mise en œuvre complète de l'approche européenne? Une fois qu'on a mis en place cette question-là, eh bien, on avait un défi qu'en tant qu'agence, on n'avait pas suffisamment d'expérience pratique dans la mise en œuvre de l'approche européenne. Et donc, mais heureusement, nous avions la finalisation du projet IMPER et les résultats ont été publiés. On a lu les résultats de ce projet et je voudrais vraiment dire que les résultats de ce projet ont été très utiles pour nous. Ça nous a permis en tant qu'agence de mieux comprendre le processus et le sens plus poussé ou plus profond des références, permettant aux établissements d'enseignement supérieur d'utiliser les informations qui sont sorties de ce projet. Pardon, juste une petite question, Sandra. Est-ce que vous avez pensé que le système français était compliqué? Est-ce qu'il était compliqué de comprendre le système français? Honnêtement, oui. Oui, en tant qu'agence, nous avons fait de notre mieux pour préparer une telle accréditation. Mais quand
dans la mise en œuvre pratique d'une telle accréditation, certains défis se sont présentés à nous. Vous avez déjà évoqué un de ces défis. Une des références conformément c'est le statut juridique, par exemple, dans le cadre de l'approche européenne. Donc, on a eu du mal à comprendre certaines spécificités au sein du système français. Mais ce n'était pas la seule question. Au cours du processus d'accréditation, on a dû faire face à plusieurs défis. Mais je voudrais dire que la majorité de ces défis découlaient des différences entre les systèmes français et croates. On a parlé du statut juridique, mais aussi de règles différentes par rapport aux titres et comment les titres sont attribués ou décernés. Les exigences nationales pour les enseignants. En Croatie, on a des exigences minimales pour les enseignants qui enseignent à l'université. En France, il n'y a pas les mêmes exigences nationales minimales. Il y a également quelques différences en termes de critères, en termes d'attribution des notes. Il y a des masters différents. Donc, le programme conjoint commun qui a été proposé par le consortium français-croate a été programmé au niveau 7 du cadre européen, mais ni l'établissement français ni l'établissement croate n'a pu proposer le titre de master parce qu'il fallait pour cela suivre un intitulé précis, un titre précis par rapport à leurs cadres législatifs nationaux. Donc, j'essaye en fait ici de résumer les principaux obstacles que nous avons dû surmonter. Et merci de le faire, c'est très utile pour tout le monde. Sophia, je la regardais vous écouter. Sophia, est-ce que vous voudriez ajouter quelque chose par rapport à ce que Sandra Béjac a dit par rapport aux difficultés de comprendre notre pays? Dans notre planification du projet, on a choisi de ne pas commencer par ça parce qu'on savait et on avait anticipé qu'il y aurait des difficultés dans ce domaine-là. Néanmoins, nous avons commencé à définir maintenant le profil de ce que pourrait être l'ingénieur européen et avec le label EURES. Donc, et avec le cadre européen d'accréditation. Donc, c'est un membre associé de notre alliance. Donc, on travaille là-dessus ensemble afin de pouvoir identifier les points à résoudre. Mais on travaille avec les États membres. On a déjà quelques alliances, par exemple, avec l'Espagne, un membre espagnol. Il y a un Real Decreto qui est un document officiel qui précise en Espagne que dans le cadre des universités européennes, si l'établissement d'enseignement supérieur enseigne un programme commun, ça peut être accepté si c'est accrédité par l'agence d'un autre pays. Donc, ce sont des petits pas. On a déjà 3 pays qui ont au moins une première ouverture pour résoudre ces problèmes. Donc, dans notre cas, nous avons 2 partenaires français, École nationale, Ponts et Chaussées et Sciences Select, peuvent être accrédités par l'agence française ou peut-être acceptés dans d'autres pays, mais on n'en est pas encore là, je précise, dans notre développement. Je pense que dans un an, j'aurai beaucoup plus de choses à vous dire et j'aurai peut-être beaucoup plus de difficultés dans un an. Je vous entendais, Fabienne Peraldi-Ledevs, qui vient de dire. Oui, parce que ce décret espagnol, c'est peut-être le texte qui nous manque ici chez nous, hein, puisque dans le cadre de notre alliance, nous avons participé, nous avons signé un accord de consortium qui crée un bachelor avec les 8 partenaires en études européennes. Et en réalité, ce bachelor a été accrédité par l'agence flamande néerlandaise, la NVAO, qui a validé tout à fait avec une très belle qualité d'enseignement, de contenu pour ce bachelor. Et malheureusement, à Paris 1, eh bien, nous n'avons pas pu participer en tant que full partner à ce bachelor pour cette raison-là, c'est-à-dire qu'on ne peut pas délivrer
dans le cadre de la législation française, justement, un diplôme qui est délivré par une autre université. Alors, Oui. peut-être que justement, la reconnaissance des accréditations pourrait dépasser voilà. Et je pense que là, tous nos espoirs sont finalement dans cette étape-là. Pardon ? C'est le premier pas, je dirais. Voilà, c'est ça. C'est le premier pas qu'il faudrait réussir. Et si l'on entend bien Sandra Béja, qu'il serait bien que les cadres législatifs en Europe puissent être un petit peu se rejoindre. Hein. C'est quand même un souhait que vous semblez tous avoir. Et ça serait, de votre point de vue, une belle opportunité aussi pour l'Europe. Sandra. Yes, absolutely. Oui, tout à fait. Quand on pense sur la base de ces réflexions pratiques et ces expériences pratiques, à quoi faire maintenant? Je voudrais dire tout d'abord que nous devons faire en sorte que le cadre qui fonctionnera dans nos systèmes nationaux et qui permettra une mise en œuvre totale du cadre européen et une mise en œuvre totale des autres outils qui nous permettra d'assurer la qualité. Aussi, j'ai parlé aussi de quelques défis qui se sont présentés par rapport à des différences dans les systèmes d'enseignement supérieur. On a entendu aujourd'hui que les systèmes, bien sûr, sont très divers. C'est une force de nos pays. Il ne faut pas nécessairement le changer, mais ce que je voulais dire, c'est qu'il faut qu'on se comprenne mieux. Et je voudrais recommander une bonne coopération entre les autorités nationales, les ministères, les agences d'assurance qualité. Nous avons eu, par exemple, une très bonne communication avec le ministère français et l'agence française. Et ça nous a aidé beaucoup à mieux comprendre les systèmes différents à travers toute l'Europe. Vous souhaitez ajouter autre chose? I agree fully with Sandra. Oui, je suis tout à fait d'accord avec Sandra parce que la coopération et la communication, bien sûr, c'est clé pour réussir dans ce domaine. Bien sûr, il y a des différences dans les systèmes et Sandra a également parlé des titres, des différents diplômes. Pour les diplômes communs ou conjoints, on a un problème semblable parce que vous savez, il y a une réglementation très stricte dans notre pays. Mais dans ce cas-là, la reconnaissance pourrait nous aider pour ces diplômes. Juste une remarque, alors qui est peut-être que moyennement politiquement correcte, mais je pense que la démarche de diplôme européen met un peu la pression pour que l'autonomie des universités augmente. Et dès lors qu'on rentre dans des procédures d'assurance qualité, la logique voudrait que dès lors qu'un établissement, une université respecte les règles, elle puisse délivrer son diplôme sans qu'il y ait besoin qu'un ministère dise « oui, je vous autorise à délivrer ce diplôme ». Je pense que là, le système français pas tout à fait prêt. Devrait pouvoir évoluer parce que techniquement, c'est quand même quelque chose d'assez simple. C'est plutôt un mindset culturel de l'État français là, qui est à surmonter. Enfin, ce que je dis n'engage que moi. Hein. Merci pour cette remarque. J'ai une question intéressante qui est arrivée sur la tablette pour la table ronde. Peut-être aussi dans la salle, on souhaitera répondre. On revient un petit peu au début de notre discussion. Vous abordez beaucoup des questions de la pluridisciplinarité entre les sciences dures et les sciences humaines et sociales. Donc, ça s'adresse à vous toutes, à vous tous, qui est effectivement prégnante dans les universités européennes. Pour les agences, comment cette pluridisciplinarité s'évalue-t-elle en pratique? A-t-on la même vision dans les différentes institutions que dans les différentes institutions et universités européennes? C'est-à-dire, qu'est-ce que les agences ont à dire? Alors, c'est moins pour vous, évidemment, universitaires que pour les agences. Est-ce qu'on souhaite répondre plus largement à cette question? Est-ce qu'on a le même point de vue? J'aimerais bien que du côté, dans la salle, on ait un avis sur là-dessus. Je trouve que c'est une question importante. Ouais, moi, je ferai juste une remarque. Pardon. Je vous en prie. Oui, pardon, Pierre, que je reviens avec vous. C'est Jacob Brodecki que je reconnais. Yes, thank you. Not particularly on that, but like linking to the. Eh bien, pas particulièrement là-dessus, mais peut-être en lien avec la discussion sur les ESG que nous avons eu avant et le cadre autour des alliances d'universités européennes.
Et eh bien, j'aimerais insister sur le fait que la représentation des étudiants est absolument essentielle là-dessus. Nous avons 16 alliances déjà, et ce qui est absolument essentiel à garantir, c'est parce que jusqu'à présent, eh bien, il y a une application jusqu'à une certaine, dans une certaine mesure des étudiants, mais ce qui est absolument essentiel pour la durabilité de l'initiative, c'est d'écouter la voix des étudiants qui puissent représenter les étudiants des universités, donc avec un lien avec pour faire le lien avec la communauté universitaire. Et avec UNA Europa, ils élisent des étudiants pour être représentants au conseil d'administration. Et je pense qu'au bout du compte, le succès de ces alliances dépendra de la bonne connaissance de la communauté sur tous ces dispositifs, que ce soit la mobilité ou le reste. Et pour ce qui est des diplômes européens et lors des discussions au niveau national, il faut demander aussi aux étudiants au niveau national. Il est très important d'avoir ce dialogue avec les étudiants. Cette discussion peut être absolument vitale pour pouvoir avancer là-dessus. Et je note aussi que dans certains pays, il y a justement ces discussions pour essayer de faire avancer les choses sur cet aspect spécifique. C'est ça que je voulais ajouter. Les étudiants, on peut réagir si vous voulez. Pierre-Cor, vous vouliez ajouter autre chose? Enfin, je voulais répondre à votre question. À ma première question, qui n'est pas tout à fait celle à laquelle Jacob a répondu, mais c'est important. Je vous en prie. Alors, en fait, sur l'interdisciplinarité, je sais qu'au sein de UT+, on la conçoit comme ayant un but, ayant un objectif, ce que j'évoquais tout à l'heure. Et en fait, si on pose la question aux agences, alors je ne suis pas agence d'évaluation, mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est dans la démarche du HCRS, c'est de demander quelle est la stratégie et comment on aligne les différentes actions sur la stratégie. Et à mon avis, l'interdisciplinarité, elle va trouver sa place dans cette logique. Enfin, moi, j'aurais tendance à... De façon assez naturelle, vous voulez dire. Oui. Personnel, oui. Bien. On va s'adresser à Thierry Collomb pour répondre à cette question de la pluridisciplinarité, point de vue des agences, et il y aura une autre réponse dans la salle. Par défaut, une université, c'est un objet pluridisciplinaire. La pluridisciplinarité peut s'entendre en un sens très large, tous les champs du savoir, de l'ingénierie, la médecine, aux sciences humaines et sociales. Elle peut s'entendre en un sens un peu moins large, mais c'est déjà un monde. Paris 1, les sciences humaines et sociales, mais c'est un monde. Il y a des modèles un peu plus concentrés. En France, on a Paris 2, qui est une université de droit, mais si vous mettez deux juristes ensemble, ils ont des points de divergence assez rapidement. Donc, par définition, une université, c'est un lieu de confrontation des savoirs, ou alors quelque chose qu'on n'a pas compris. Et donc, si les agences ne sont pas capables de traiter la pluridisciplinarité, quand elles regardent les institutions, ce sera un problème. Évidemment, on ne cesse de faire des comités où on cherche à équilibrer les différentes disciplines. On se dit, tiens, il y a des arts, il faudrait peut-être un spécialiste des arts. Il y a quand même beaucoup de physique. Alors, il faudrait, etc., etc. Alors, évidemment, on peut avoir l'illusion, quand on se concentre sur l'évaluation des équipes de recherche, que là, c'est plus concentré disciplinairement, ou que les formations, c'est plus concentré disciplinairement. Enfin, une fois de plus, l'objet englobant, c'est l'université. L'université, par nature, je veux dire, je regarde Pierre, y compris la technologie et l'ingénierie, mais c'est un mixte, bien sûr, évidemment. Donc oui, ce sujet, il doit nous être cher et on doit le traiter sans cesse avec la plus grande attention. Il nous est consubstantiel. Merci. Autre réaction dans la salle aux réponses à cette question très centrale quand même dans notre débat? Monsieur, merci de vous présenter. Merci, oui, j'allais le faire avec plaisir. Donc, Karl Bonafumera de France Université, délégué permanent de France Université à Bruxelles. Nous avons eu nous avons au sein de France Université un groupe de travail qui suit de très près les universités européennes et qui a permis de faire le point sur justement les différentes phases par lesquelles sont passées les premières universités européennes qui ont voulu monter des diplômes, notamment EU Connexus,
qui est, je crois, l'université à laquelle vous faites référence, et l'université Charmy-U à Montpellier. Et des discussions ont fait émerger, par exemple, un obstacle très français à un diplôme interdisciplinaire, ça s'appelle la nomenclature des masters. La nomenclature des masters, c'est un ensemble de catégorisations qui fait que les diplômes doivent se conformer à certaines catégories qui sont souvent très disciplinaires et qui sont plus difficilement interdisciplinaires. Et donc, de ce fait-là, eh bien, les diplômes qui ont été proposés comme diplômes d'université et pas de diplômes nationaux. Enfin, c'est une des conséquences de cela, ce n'est pas la seule. Et ma remarque qui sort de là, c'est que on voit bien que nationalement, effectivement, le nombre d'obstacles, ou ce que la Commission européenne appelle des je ne sais plus comment on traduirait ça, useless hurdles, c'est-à-dire des haies à sauter un peu inutiles, sont très importantes. Et il faut faire attention à peut-être ne pas se contenter uniquement de sauter ces haies ou de faire tomber les obstacles, parce que ça risque de durer effectivement très longtemps et de créer un épuisement. Un découragement, oui. L'Europe a depuis de nombreuses années posé certaines de ces questions. Et donc, nous pensons qu'il faudrait proposer des objectifs positifs, si je puis dire, enfin, si vous voyez ce que je veux dire par rapport à toutes ces haies qu'il faut faire tomber pour arriver au diplôme européen. Par exemple, dire qu'un diplôme européen, ce sera un diplôme interdisciplinaire, en faire une dimension positive, l'inscrire dans le futur diplôme et que ça ne soit pas un objet de discussion infinie d'un État membre à un autre. Qui use un petit peu tout le monde. J'ai une remarque qui va dans votre sens, qui nous arrive sur cette tablette. Focus first on content and consolidate alliance strategies. Donc, se concentrer sur le contenu et la stratégie, ensuite travailler sur la forme et les aspects juridiques. Vraiment construire sur une confiance mutuelle pour préserver ce trésor européen. Commune. D'autres remarques dans la salle où on poursuit, on va même bientôt conclure notre débat. Sur le futur, là, c'est une question un peu rituelle, mais que souhaitez-vous voir maintenant progresser? On a bien insisté sur ces aspects légaux, de framework, mais est-ce qu'on peut aller un petit peu au-delà? Pierre Corre. Au nom de l'égalité, je parle avant les dames. Mais allez-y. Juste pour rebondir sur la remarque que vous avez lue, oui, c'est assez belle. À UT+, on veut faire les deux ensemble. C'est-à-dire qu'on considère que pour que ces nouveaux objets deviennent des réalités rapidement, il faut les loger dans une structure qui existe réellement. Donc, on a fait faire une analyse juridique et on a une première étape sous la forme d'un GECT, qui sera d'un droit national, mais qui permet de roder des éléments de gouvernance. On y logerait aussi nos instituts européens de recherche, le pilotage de notre diplôme européen, et puis progressivement, voyant aussi les conséquences dans les relations avec la législation nationale, mettre en place une deuxième étape qui serait sur le modèle des agences européennes, c'est-à-dire c'est des objets juridiques qui relèvent du seul droit européen. Et nous, on croit beaucoup à l'utilité de travailler les deux en même temps, d'avoir une structure juridique pour incarner. Alors, on n'a pas pris l'étape de l'association, mais c'est un peu le même état d'esprit, pour qu'il y ait déjà un existant. Voilà. Donc, notre travail sur les 12-18 mois qui viennent, c'est à côté du diplôme et des instituts, c'est la structure juridique. Merci. Au-delà donc de nos 6 mois de présidence française qui nous vaut cette rencontre. Fabienne Peraldi-Leneuve, vous allez un petit peu plus loin ou à côté peut-être du diplôme européen en proposant un label. Alors, ce n'est pas, c'est la Commission européenne qui s'est prononcée sur le diplôme européen. Alors, elle le qualifie de label ayant l'intitulé diplôme européen. C'est peut-être un petit peu, pour le dire clairement, en retrait de ce que souhaitent certaines alliances, c'est-à-dire de la création d'un véritable joint degree délivré par l'alliance. Néanmoins, je pense que c'est vraiment un premier pas très important vers cette voie-là, cette tendance-là. Et il faut absolument se saisir
évidemment de cette proposition et nous allons nous engager dans cette voie, nous en tout cas au Europa. Voilà. Et puis je voulais dire juste un autre élément, c'est qu'il y a les diplômes à propos de l'interdisciplinarité, mais aussi la recherche. Et en tant universitaire, nous sommes souvent, nous sommes chercheurs, mais enseignants-chercheurs et chercheurs donc. Et par conséquent, je crois que l'une des ambitions aussi des universités européennes, des plus-values, c'est d'avancer vers cette mise en commun des laboratoires, des ressources de la recherche, de la science ouverte et puis même des thématiques de recherche. Voilà. Et ça, c'est vraiment un des objectifs majeurs des années qui viennent. Et un de vos souhaits principaux. Merci. Sofia Costa d'Aguiar pour conclure cette rencontre de votre côté à vous. Donc, on a bien vu cette valorisation de l'ingénieur européen. Quels sont vos souhaits ou quelles seraient les premières réussites à venir pour vous? Nos souhaits, je dirais que très rapidement, c'est de se dire, ne pas se focaliser juste sur les difficultés, justement en prenant le commentaire de la salle sur les opportunités, et pouvoir offrir et engager un maximum d'académiques et d'étudiants dans cette première phase. Et ça, on va le faire au travers de ELISA Communities, et donc promouvoir des expériences déjà européennes et interculturelles pour nos académiques et nos étudiants. Ça passera par des défis sociétaux qu'on va entreprendre ensemble et aussi par notre stratégie commune d'innovation. Et donc, le diplôme de l'ingénieur européen, c'est notre travail de fond sur lequel on va aussi utiliser ce travail pour travailler notre cohésion et notre vision commune qu'on pense qui est fondamentale de construire en même temps. Je vous sens optimiste, je me trompe? Oui, je suis optimiste, bien sûr, parce que j'y crois profondément. Merci. Même question pour conclure, Sandra puis Jolanta. Sandra Béjaï. C'est vrai qu'on va aller au-delà des difficultés. Following what a colleague just said, I would like to say... Pour rebondir sur ce que vient de dire la collègue, je dirais que moi aussi, je suis optimiste. En dépit des défis auxquels nous serons confrontés et ceux auxquels nous avons été déjà confrontés dans le processus d'accréditation, je crois que les programmes joints et conjoints entre les partenaires français et croates, par exemple, je crois fermement que chaque institution et chaque partenaire dans ce consortium va pouvoir apporter sa contribution à une plus grande qualité des programmes. Moi, j'y crois vraiment. Et je crois que ces programmes pluridisciplinaires, innovants, vont sortir de tout cela avec un développement de compétences internationales. Je suis optimiste. Que pouvons-nous faire? Eh bien, comme je l'ai déjà dit, il y a certains aspects sur lesquels il nous faut faire plus pour que nos cadres nationaux permettent la mise en œuvre de tous les instruments et outils du processus de Bologne qui sont de bons outils. Et bien sûr, la coopération est un élément clé. On a parlé d'assurance qualité innovante. Il faut faire plus pour une mise en œuvre totale de ces idées qui sont, je le crois, vraiment excellentes. Eh bien, dernier mot pour vous. Rejoindre Vanessa de Biais-Sainton. J'espère qu'elle est en ligne avec nous, qu'elle nous a entendu, Head of the Higher Education Unit. Nous retournons à la Commission européenne pour donner un peu son point de vue sur tous vos échanges. Jolanta, please. La voici, je la vois. Oui, bonjour, je suis là, je vous entends. Merci. Thank you. So, as we see the number of on voit le nombre d'universités européennes qui se développent, qui augmentent, et donc il faut que l'assurance qualité soit alignée là-dessus. Donc voir comment on peut aider et évaluer ces universités européennes. Donc il faut que nous continuions un dialogue conjoint avec toutes les parties prenantes pour trouver la voie pour faciliter tout cela. Merci beaucoup pour votre contribution. Merci infiniment. Et donc, avant notre déjeuner, rejoignons Vanessa de Biais-Sainton, je l'ai dit, pour
son point de vue sur tout ce qu'elle vient d'entendre et peut-être quelques propositions que peut faire la Commission au vu de cette discussion. Mais tout à fait. Merci beaucoup de me donner cette Bonjour, opportunité justement de présenter les propositions sur lesquelles nous travaillons au niveau européen. Donc tout d'abord, effectivement, je voudrais confirmer notre ambition de soutenir encore plus d'alliances d'universités européennes. Nous en avons actuellement 41 et notre objectif d'ici mi-2024 est de supporter 60 alliances d'universités européennes impliquant plus de 500 établissements d'enseignement supérieur de toute l'Europe. Pourquoi ? Parce que nous considérons ces alliances d'universités européennes comme des pionniers et vous mentionnez notamment tout ce travail fait autour de l'interdisciplinarité qui est absolument majeur et essentiel dans la formation des nouvelles générations mais aussi des apprenants tout au long de la vie. Et puis parce que nous considérons ces alliances comme des catalyseurs de changement. Et vous en avez démontré tout à l'heure pendant ce débat, catalyseur de changement pour faire avancer les choses, notamment dans les législations, de façon à pouvoir faciliter cette coopération beaucoup plus ambitieuse que les alliances commencent à mettre en œuvre. Donc, l'assurance qualité est un point qui revient beaucoup, comme ça a été le cas dans le débat précédent, sur les challenges auxquels peuvent faire face les alliances des universités européennes. Donc, dans ce cadre-là, nous avons au niveau européen, la Commission européenne a fait une proposition de recommandation pour les États membres. Nous l'avons présenté le 18 janvier. Il a été discuté au niveau technique avec le Conseil européen et ces recommandations aux États membres devraient être adoptées le 4 avril par le Conseil des ministres. Alors, il y a tout un nombre de recommandations qui vont pouvoir faciliter le travail des alliances des universités européennes, notamment en ce qui concerne l'interdisciplinarité, mais aussi en termes de l'assurance qualité. Alors, qu'est-ce que disent ces recommandations ? Elles encouragent donc les États membres à mettre en œuvre les outils de Bologne telle que l'approche européenne pour l'assurance qualité des programmes conjoints qui ont été mentionnés par Sandra précédemment. Et Sandra a raison de dire qu'il y a des limitations. Aujourd'hui, cette approche européenne, elle est mise en œuvre dans 11 États membres sur 27. Donc, il y a encore du progrès à faire. Et ceci concerne l'approche programme de l'assurance qualité externe. Maintenant, sachant que nous encourageons les alliances d'universités à développer pas seulement un programme conjoint, mais beaucoup de programmes conjoints, il est, de notre point de vue, essentiel de se tourner vers une approche institutionnelle de l'assurance qualité externe. Et c'est une des recommandations qui est faite et qui devrait être adoptée le 4 avril. Dans ces recommandations également, nous proposons d'explorer le cadre qui a été mis en place, qui a été proposé par le projet unique qui a été mentionné et présenté par Yolanta il y a un moment. Donc, Yolanta, oui, vous vous posez la question de comment ensuite pouvoir explorer la mise en œuvre dans tous les pays de ce projet. Eh bien voilà, il est présenté et proposé dans cette recommandation qui devrait être adoptée le 4 avril. Donc, c'est une recommandation majeure, très importante pour faciliter le travail de ces alliances et les points qui ont été adressés dans le débat précédent. Alors, dernier point, parce que je sais que je n'ai pas beaucoup de temps, vous avez évoqué le diplôme conjoint et le statut légal pour les alliances. Alors, ce sont deux outils que nous proposons pour tout type d'alliance d'établissements d'enseignement supérieur, y inclut les universités européennes, mais pas seulement. Donc, effectivement, nous travaillons, et je reviens d'une réunion, nous avons travaillé avec les 27 États membres sur des critères européens pour l'établissement d'un diplôme conjoint européen. Alors effectivement, on est dans un processus exploratoire où nous allons commencer comme une première étape à la mise en place d'un label et nous allons lancer un pilote au niveau européen cet été pour tester ces critères européens sous forme de label pour ensuite, on l'espère, pouvoir se développer sous forme d'un diplôme et d'une qualification. Et nous allons tester également le statut juridique. Donc, je suis très heureuse d'entendre que UT+ et Una Europa se portent volontaires pour ces pilotes que nous allons lancer cet été. Voilà, merci beaucoup. Donc tout ça pour dire beaucoup d'espoir pour ces alliances et pour qu'au niveau européen, nous puissions faciliter, en partenariat avec les États membres, votre travail.
Voilà, merci. Merci beaucoup Vanessa Devier-Sainton. Merci pour votre participation.